une belle période de merde. Bon, je reviens pas pour un vlog les malheurs de Julie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Mais en même temps, je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Vous avez eu un vlog en septembre, je crois. Je sais plus quand est-ce que je vous l'ai posté. Mais bon, les images étaient filmées depuis déjà un petit peu. Parce que comment vous dire qu'en septembre, j'étais pas vraiment disponible physiquement et mentalement pour vous filmer un vlog. Je vais vous faire un mini récap si jamais vous ne me suivez que sur YouTube. Je vis pas ma meilleure année, quoi. Je pense qu'on peut le dire. Je vous l'avais dit, courant de l'été, mon papa était en fin de vie et je l'ai accompagné autant que j'ai pu et du mieux que j'ai pu jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, littéralement. Il est parti le 13 septembre dernier. Et grosso modo, j'ai passé une grande partie de mon mois d'août et de la première moitié de septembre en soins palliatifs. En fait, je passais mes journées là-bas, mes nuits là-bas. C'était un peu ma deuxième maison, quoi. Voilà. Je regrette absolument pas parce que ça m'a vraiment permis de dire plein de choses à mon papa, d'en entendre de sa part. Mais je vous ferai une vidéo complète sur l'accompagnement d'un proche en fin de vie parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire au sens premier du terme. Je ne sais même pas si je vais être capable de vous retranscrire précisément tout ce que ça a pu m'apporter. C'est extraordinaire. Je n'ai pas d'autres qualificatifs. Donc forcément, même si mon accompagnement a un petit peu amoindri, on va dire ça comme ça, la douleur, bon, c'est quand même une période extrêmement difficile. Hein. Perdre un papa, c'est perdre une béquille. Moi, je vois mes parents comme deux béquilles qui sont là pour me soutenir en fait dans mon quotidien. Et maintenant, il faut que j'apprenne à vivre avec une seule béquille. Ça se fait, mais il faut du temps. C'est un apprentissage. Évidemment, je parle de ma situation personnelle. Je me doute qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont absolument pas la même relation avec leurs parents. Mais je parle pour mon cas. Et comme si ça ne suffisait pas, là ça va être plus difficile par contre. Hein. On a perdu Flika il y a quelques jours. Et là c'est beaucoup plus dur. En fait ça a été tellement brusque, soudain, qu'on n'a pas eu le temps de se préparer entre guillemets, de voir le truc venir et ça nous a pété à la gueule de façon extrêmement violente et les circonstances font que c'est encore plus dramatique. Elle était gestante, elle en était à la moitié de sa grossesse, le petit poulain qui aurait dû être un mâle était viable. Flika, c'était une ponette qu'on avait adoptée par l'intermédiaire de mon papa. Donc ils avaient tous les deux déjà une relation très particulière. Mon papa l'aimait beaucoup. On en a parlé plusieurs fois pendant l'accompagnement. Je lui disais, tu viendras voir quand même le petit poulain, etc. On savait tous les deux qu'il ne serait plus là. Mais je suis persuadée qu'il serait venu quand même le voir. Vous voyez, sous une forme ou sous une autre. Après... ça c'est une croyance personnelle. Hein. Et du coup non. Puisque Flika n'est plus là. Et c'est dur quoi. J'ai dit que je voulais pas pleurer dans ce vlog, mais c'est compliqué. Il y a eu un cumul en fait vraiment de drames
en même temps que mon papa. Et une voisine aussi qui est décédée, victime d'un féminicide, qui a été tuée par son ex-compagnon. Et c'est une femme avec qui j'avais contact de temps en temps, puisque un jour de crise, je l'avais invitée à boire un café à la maison, et au final elle est restée plusieurs heures et elle m'avait raconté toute son histoire en fait. Ça avait été très difficile aussi. Mais du coup, depuis, on était en contact et je lui assurais très régulièrement de mon soutien et de ma disponibilité. Si elle avait besoin pour un rendez-vous, pour l'amener quelque part, que sais-je. Et en fait, j'ai même pas eu le temps de commencer à me remettre de ce mois de septembre cataclysmique, qu'on a le drame de Flicka qui nous tombe sur le coin du nez. La vie, faudrait peut-être arrêter à un moment donné. Là, vraiment, je pense que j'ai eu ma dose de drame. Là, ça suffit. Là, ça suffit. Pour autant, j'ai décidé de ne pas me punir 2 fois parce que là, j'en ai eu assez. Vraiment, j'en ai eu assez. Donc même si, évidemment, je m'autorise à vivre ma douleur, à pleurer quand j'ai envie de pleurer, parce que ça reste très dur au quotidien, je mets toutes les chances de mon côté pour garder la niaque, vous voyez, parce que je suis en vie, en fait. Je suis en vie, je peux faire plein de choses, je suis valide. Parce que l'accident il y a 2 ans... Non mais de toute façon, depuis 2 ans, que des grosses merdes. Je sais pas, la vie m'envoie des épreuves pour me tester. Bref, et ce serait vraiment archi nul que je n'en profite pas. Je suis en vie. Il faut l'aimer, cette vie. Il faut la chérir. Malgré les épreuves, malgré ce qu'elle peut nous envoyer dans la gueule en termes de drame et de douleur, faut pas se punir 2 fois. Si je laisse gagner la douleur et la dépression, qu'est-ce qui va me rester en fait? Il est bon ce thé. C'est le myrtille châtaigne de Daman. Il reste le thé bien chaud du matin. Il reste les poilus à mon doudou. Il reste le petit soleil d'automne. Il reste plein de choses. Attends mon loup. Ah, on a eu un loupé. Attendez. Je précise quand même que je suis toujours sous antidépresseur. Donc ça va faire 1 an et demi, quelque chose comme ça. Sans, ce serait compliqué. Il faut accepter aussi de l'aide, c'est important. De l'aide psychologique, de l'aide médicamenteuse, si votre état le nécessite. Là, je suis absolument pas prête d'arrêter mon traitement. C'est pas du tout envisageable. Je reprends mon mug parce que j'ai un énorme gris là. Je sais pas si vous le voyez, je pense pas. Qui s'est installé sur moi. Je pense que je vais axer ce vlog dans cette optique là. Vous montrer tout ce que je mets en place au quotidien, tout ce que je fais au quotidien pour garder la tête hors de l'eau. Ça va pas forcément être des trucs fifou, mais ouais, je vais vous montrer tout ça. Parce que je sais que vous êtes
quand même beaucoup, on se parle hein, sur Instagram en privé, à vivre aussi des trucs franchement hard. Non mais merci 2025, franchement une belle année de merde. Hein. Donc je suis avec vous. On est là, on est en vie, on se tient fort la main, hein, et on avance, on va y arriver. Il y a des jours qui seront plus difficiles que d'autres. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de passer une journée de temps en temps avachi dans votre canapé avec du thé, des biscuits devant un film ou sous la couette. C'est pas ça hein, que je dis. Mais il ne faut pas que ça devienne systématique au quotidien. Parce qu'en plus, la douleur et la tristesse isolent beaucoup. Et le repli sur soi, c'est pas bon, hein, les amis. C'est pas bon du tout. Moi, je suis quelqu'un qui apprécie la solitude, qui aime être seul. Mais pour autant, je me force à voir des gens. Pas tous les jours, hein. Il y a des semaines où je peux rester 3 à 4 jours sans voir personne, à part mon amoureux évidemment. Mais de temps en temps, je me force à voir des amis, à discuter avec les gens. Même si c'est juste la caissière du supermarché. On échange des petites paroles. C'est important. C'est important de ne pas se replier sur soi. Parce que ça aggrave en fait. Ça aggrave la situation. Ça aggrave votre état mental et psychologique. En fait, tout est une question de balance. Il faut réussir à trouver le juste milieu pour se reposer. Parce que véritablement, quand vous êtes dans une situation comme la mienne, vous avez besoin de repos. De repos et de calme. Parce que moi, je suis crevée. Hein. Vraiment, je suis crevée. Et c'est pas de la fatigue qui se résout par le sommeil. Voyez, c'est pas parce que je me fais des nuits de 12 heures pendant 3 semaines que ça va aller mieux. C'est de la fatigue qui est due au fait d'avoir trop encaissé, d'avoir tout donné physiquement et mentalement sur une certaine période. Et là, mon corps et ma tête n'en peuvent plus. Vraiment, je suis crevée. Je suis crevée, capoute. Donc il me faut juste du calme, du repos quand même, un peu, et du doux au quotidien. Pas de vagues, plus de vagues s'il vous plaît. S'il vous plaît. Là c'est bon, là j'ai eu ma dose. Donc ouais, le juste milieu entre ça, le repos, le calme, et quand même être entouré, vivre avec les autres, voir ses amis, faire des choses. Tu sais que tu n'as pas le droit d'être sur la table et tu t'assois en plus. Quelle audace! C'est audacieux ça, monsieur. Bien. Ouh, la grosse truite. Ouais, je te trouve très audacieux. Bon. Vraiment, je me répète, mais s'il n'était pas là, ça irait beaucoup moins bien. Un antidépresseur à lui tout seul. Allez-y, madame. Oui, oui.
Voici la récolte de noix de l'année 2025. Alors pas en intégralité puisqu'il y a peut-être l'équivalent de 2 caisses comme ça qui sont parties chez mes beaux-parents. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Bon, comme tous les ans, hein, on a l'habitude. Mais là, mis tout d'un bloc entre guillemets comme ça, c'est un petit peu impressionnant. Comme leur taille. Hein. On est sur de la belle noix. Étant donné qu'on a un charmant petit soleil d'automne aujourd'hui et qu'il y a un peu de vent en plus, j'ai tout sorti du garage pour qu'elle prenne l'air et qu'elle continue de sécher. Bon, je pense que les 3/4 sont à peu près sèches. Il reste celles que j'ai ramassées en dernier qui sont encore un petit peu humides. C'est celle-ci notamment. Donc elle, il faut qu'elle prenne l'air quoi. Et je vous montre cette petite desserte. Ma foi fort pratique que j'ai trouvée dans ma ressourcerie il y a quelques semaines pour 10 € je crois. Il y avait l'étiquette en dessous, c'est un modèle Ikea, je sais pas du tout si ça se fait encore. Hein. Vraiment un truc en alu avec des plateaux perforés en plus. Donc c'est bien, ça permet d'aérer encore plus les caisses qui sont aussi perforées en bas. Hein. Ce ne sont pas des caisses pleines. Et c'est tellement plus pratique pour transporter d'un seul coup toutes mes caisses de noix pour faire les navettes entre dedans et dehors. Cette année, je tente de ne pas les faire sécher dans la maison. Quand elles ne sont pas dehors, elles sont dans le garage. Notre garage est vraiment mal isolé et du coup c'est un petit peu humide. Mais écoutez, pour le moment ça a l'air de bien se passer. J'avais vraiment pas envie de nous encombrer de ça dans le salon, hein, puisque les autres années tout était asséché dans le salon. Vous le voyez, ça prend quand même beaucoup de place et vraiment cette année j'avais pas envie de nous priver de cet espace. Donc la petite desserte avec hop, toutes les caisses bien rangées dedans, dessus, et dans le garage la nuit et la journée, sauf quand il pleut évidemment, et je mets tout dehors. Voilà. Et je ramasse tout le soir. Et écoutez, ça a l'air de bien se passer. Hein. Ça promet encore des bons pralinés ça cet hiver. On est pas mal niveau châtaigne aussi. Ça c'est mon petit rituel du matin. Bon, pas quand il pleut, j'avoue. Ramasser les châtaignes qui sont tombées sur la pelouse. Bon, ça c'est le plus facile. Le plus difficile étant de trouver la motivation pour les éplucher, puisque je n'ai pas ma maman là pour le faire. Je lui ai déjà donné un énorme sac de châtaignes à éplucher. Un gros bisou maman, je sais que tu passeras sur ce vlog. Ça fait du bien. Hier on a eu un temps affreux, gris, pluvieux, et on va pas se mentir, hein, c'est pas, ça n'encourage pas à garder le moral, donc là je profite là.
son petit dinosaure. Là là. Oh. Oh là là. Mais qu'est-ce que t'es belle. Mais oui. Ma chérie. Ma petite beauté. Est-ce que vous entendez? Je suis pas sûre. Franchement, entre Doudou dans l'escalier et Arizona qui ronfle, c'est Arizona qui ronfle. Un sketch. Je vais m'occuper de cette merveille. Un canevas incroyable. Non mais regardez-moi ces couleurs. Alors très chasse et pêche hein. Pour certaines personnes. Pas vraiment le cas ici. Que j'ai déniché pour une bouchée de pain dans ma ressourcerie. Il était encadré, mais l'encadrement était vraiment en piteux état. Le bois était tout vermoulu, etc. Donc je l'ai libéré de sa geôle. Et j'hésitais, mais vous m'avez chauffé sur Instagram, j'hésitais entre refaire un bel encadrement bien propre ou le transformer en tote bag. Enfin, en l'intégrant, vous voyez, sur une face du tote bag. En faisant un petit travail de couture, tout ça. Et comme dit, vous m'avez chauffé pour le tote bag sur Instagram, donc let's go, ça part en tote bag. Mais avant d'envisager quoi que ce soit au niveau de la couture, il faut que je le lave parce qu'il est vraiment cracra quoi. Est-ce que ça se verra? Pas sûr, mais il est vraiment cracra. Il sent pas trop mauvais. Parfois vous avez vraiment des canevas qui sentent le renfermé, vous voyez, voir le tabac froid et tout. Mon dieu, quel enfer. Bon là c'est pas le cas, mais ah bon, on voit qu'il est pas de première fraîcheur quoi. Donc je voudrais le laver. La question c'est, est-ce qu'on peut vraiment laver un canevas? Ne risque-t-on pas de faire de la merde? Peut-on laver un canevas? Mélangez un peu de bicarbonate de soude avec de l'eau tiède. Procédez au lavage de la tache avec ce mélange. Non mais moi il n'y a pas de tache en fait. Non, bah, eau tiède avec un liquide de lavage très doux. Bah, je pense qu'on va faire ça. Hein. De toute façon, j'ai rien de très abrasif chez moi. En termes de nettoyant, de lessive, etc. J'utilise que des trucs naturels et très doux. Laver un canevas. Des conseils simples et efficaces. Première étape, dépoussiérer l'ouvrage. Ça, j'ai fait. J'ai fait.
Donc si jamais vous êtes concerné, soit avec une tapette à tapis, vous voyez à quoi ça ressemble? On dirait une grande tapette à mouche mais plus large. Un aspirateur et un collant. Ben, on apprend des astuces ici. Hein. Enfilez un collant à bas sur l'embout de votre aspirateur et laissez-le avaler toute la poussière. Le collant empêchera au poil de votre tapis de se faire aspirer. Enfin tapis ou canevas quoi. Donc deuxième étape, laver. 3 méthodes. La terre de sommière. Ah ouais non mais là j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire un nettoyage à sec. Il me faut un lavage en profondeur. L'ammoniaque, bon j'ai pas du tout ça à la maison. Ah, lavage à la main. Eau légèrement chaude. La personne dit avec un peu de vinaigre. Ah, et un autre bain ensuite avec de la lessive cette fois. Et enfin un rinçage à grande eau. Non ben je crois qu'on va se la faire à ma sauce. On va se la faire à ma sauce. Je vais le mettre dans une petite bassine d'eau tiède avec un petit peu de savon de Marseille ou un petit peu de lessive, je vais voir. Et puis, écoutez, advienne que pourra. Non mais ça devrait le faire. Je pense que ça va le faire. Ouais, je vais mettre tiède à chaude. Histoire de le décrasser un peu, quoi. Une petite goutte de lessive. Hop. Allez, j'y vais. Hein. J'y vais, j'y vais. Paf. J'espère surtout que les couleurs vont pas dégorger. Et genre les zones claires vont devenir plus foncées, vous voyez. Bon, on va voir. Hein. Écoutez, au pire, ce sera pas dramatique. Hein. Je l'ai acheté 1,50 €, je crois. Bon. Oh, l'eau est déjà... Oh, ah, c'est dégueulasse. Je crois qu'il va falloir faire plusieurs bains, hein, les amis. Ah ouais, non, mais l'eau est déjà dégueulasse. Mmh. Oh, par contre, ça va être extrêmement satisfaisant, ça. Quand il sera tout propre, là. Oh, faudrait que je demande ces astuces à Laura, en fait, de seconde poche. Vous ne l'avez pas vu sur YouTube, si vous ne me suivez pas sur Instagram. Cet été, je me suis offert une veste en jean Mama, qui est tellement belle, avec un canevas oiseau marin cousu au dos. J'ai découvert cette marque par l'intermédiaire de l'une d'entre vous. Je vous remettrai le lien de la boutique de Laura en barre d'infos. Donc c'est seconde poche et Laura en fait elle récupère, enfin elle chine plutôt, des canevas et des vestes en jean mais aussi des salopettes, vous voyez ce genre de choses. Et en fait elle fait de l'upcycling en intégrant les canevas aux fringues et c'est juste incroyable. Et moi bah, j'ai complètement eu un crush sur une veste en jean qui était à ma taille. Avec au dos un canevas avec des oiseaux marins, enfin, c'était dans sa collection Bretagne. Elle a fait une petite collection Bretagne il y a quelques semaines. Et comment vous dire, bah il était pour moi en fait. Hein. Bon, je crois qu'on va changer de bain les amis, hein, parce que là ça dégueulasse. Hein. Alors je vais pas trop l'essorer délicatement. Hop. Allez, zou. Je vais peut-être le laisser tremper cette fois. Ce serait pas mal, je pense. Pendant que le canevas prend son bain, je vais faire quelques points sur ma broderie en cours. J'ai envie. J'essaie de faire toujours 15-20 minutes de broderie le matin. Ça me détend. Ça fait du bien. Cette mignonne, s'il vous plaît. C'est grave. C'est ce kit de la marque Riolis. Alors, je respecte pas grand chose hein, des préconisations, on va dire ça comme ça. Déjà, je ne brode qu'une seule petite souris, celle du milieu là, qui est en train de préparer une potion magique dans sa citrouille.
Bah, probablement une potion anti-patriarcat à base de Maltears. Moi je vois ça comme ça. Après c'est libre d'interprétation. Hein. Donc je ne brode que celle-ci. J'utilise pas la toile du kit, qui était une toile Aïda 5 je crois. Très blanche, très rigide, je déteste. Et je n'utilise pas toutes les couleurs du kit parce que il y en a certaines, notamment les oranges, qui sont beaucoup trop criardes, ça ne va pas du tout. Et en plus, je fais des petites modifications sur le point arrière. Il y a des fois, j'aime pas trop comment il est disposé, etc. Donc vraiment, je fais le truc à ma sauce, quoi. Et ça me fait penser que faudrait peut-être que j'arrête d'acheter des kits, en fait. Neufs. Parce que c'est quand même régulier que j'utilise pas la toile, que je fasse des changements de fil. Enfin, en fait, c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout, cette affaire. Bref, c'est un autre sujet. Donc, je vais attaquer la citrouille, puisque là, je suis rendue là. J'ai fait tout le haut. La petite tête de la souris, son petit buste, le bâton avec lequel elle mélange la potion, la petite potion qui dépasse de la citrouille. Et donc là, il me reste la citrouille à faire. Vous avez été quelques-unes à me demander comment je faisais pour mes changements de fil. Donc, je me dis que je vais vous montrer. Il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. En gros, si les couleurs ne me plaisent pas, comme c'est le cas ici, les oranges là, c'est vraiment... ça ne va pas, ça ne va pas. Je vous l'ai dit sur Instagram, ça vous a beaucoup fait rire. On dirait la couleur des panneaux de signalisation de chantier. Mais c'est pas ça qu'on veut broder. Nous, on veut broder des feuilles mortes et une citrouille. Donc ça ne convient pas. Bon. Donc comment je fais quand je veux changer? Je vais dans mon petit stock de fils. Il faudrait que je vous fasse un update. Je vais changer pas mal de choses dans mon organisation de matos, d'art du fil et de broderie. Je me suis offert un meuble. Incroyable. Je vous mettrai une photo là. Parce qu'encore une fois, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez loupé. Bon. Il est incroyable. Là, il va bientôt partir chez un entrepreneur qui va le sabler / l'aérogommer. Je me sentais pas de le poncer pendant 6 mois. Vous voyez, il y a trop de détails, trop de tiroirs et tout. Enfin, donc je me suis dit que je méritais de me faire ce beau cadeau, vu l'année de merde. Donc je me suis offert ce meuble que j'ai chiné à la ressourcerie et je m'offre aussi son sablage par un professionnel. Et moi je prendrai le relais après, une fois qu'il sera tout beau, tout bien sablé, pour les finitions, on va dire ça comme ça. Je vais redorer un petit peu les poignées des tiroirs qui sont en laiton. Je vais changer le sous-main de la partie bureau. Je vais faire un truc amovible, je pense, avec un beau tissu rigidifié avec une petite planche en bois ou un carton un peu épais. Ça va être bien. Et ce sera donc mon meuble de rangement à broderie / art du fil. Non mais toutes les petites merveilles que je vais pouvoir ranger dans les tiroirs et tout là. Pff, incroyable. La partie bibliothèque en haut, je vais pouvoir ranger certains de mes livres, les plus petits. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. On fera ça ensemble, je pense. Voilà, ça c'est un projet motivant, vous voyez. C'est de ça dont on a besoin. Donc, revenons à cette broderie. Donc quand je veux faire du changement de couleur, je vais dans mon petit stock de fils. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Vous voyez, je me fais un petit camailleux. Donc là, pour la citrouille, évidemment, je me suis fait un camailleux de orange. Donc j'ai pris ça. Voilà, dans mon stock, je trouvais que c'était pas mal. J'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, je regarde un petit peu ce qui conviendrait le mieux, comment agencer tout ça, etc., etc. Et une fois que j'ai choisi, je prends une petite feuille de papier, un crayon, et je reporte les correspondances
Prenons mon diagramme, je ne vais pas vous montrer, mais par exemple la petite croix, eh ben, au lieu d'être le 4, qui est ce orange chantier fluo, eh ben, ce sera, par exemple, hein, j'ai pas encore choisi, ce sera celui-ci qui est le Anchor 307. Voilà, donc je reporte. Comme ça, je sais quoi broder, quand, tout ça. Est-ce que c'était clair mon affaire? Je ne sais pas, vous me direz. Donc voilà, rien de compliqué, mais j'aime bien faire un peu à ma sauce quand ça ne me convient pas. Donc, attaquons cette citrouille. Magie du montage, nous sommes le lendemain. Le canevas est propre et sec. Et je trouve qu'il a pas trop mal vécu, hein, son bain. Alors, je sais pas si on se rendra compte à l'image, il demande un petit peu à faire ça. Vous voyez, il est parti un peu en diagonale, il s'est légèrement déformé. Rien de dramatique, hein, honnêtement, l'image est quand même très nette. Elle s'est pas du tout allongée. Donc non, hein, franchement, on est bien là. Le seul truc, ça me servira pour les prochaines fois et du coup je partage ça avec vous. J'aurais dû couper ou gratter, je sais pas trop, à cet endroit-là qui comportait en fait les indications de couleur pour la fabrication, pour la confection de ce canevas. Je sais pas si vous le verrez, mais c'était peint, on va dire ça comme ça, sur la toile. Et forcément c'est parti un petit peu à l'eau. Ce qui fait que j'avais plein de petits morceaux un peu de peinture sur la toile. Bon, une fois que c'était sec, en la secouant bien, j'ai réussi à en faire partir une bonne partie.
Mais voilà, si ça peut servir à d'autres personnes, je pense qu'il faut vraiment enlever la partie des indications de couleur là, qui est peint, qui est imprimé sur la toile, parce que à l'eau, ça s'en va en fait. Ça se délite en petits morceaux et du coup ça a tendance à se coincer dans les fibres du canevas. C'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Mais sinon on est bien là. Hein. Bon, je pense que je vais pas faire je vais pas faire la couture du tote bag dans ce vlog qui sera déjà suffisamment long, mais je vous montrerai le résultat. Ah, c'est beau, hein. Le soleil nous a quittés. Il est 16h15 et j'ai faim. Donc, j'ai décidé que c'était l'heure de faire des pancakes. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus. C'est y part. Je mélange donc tous les ingrédients secs, farine, sucre, un petit peu de fécule, de la poudre à lever, une petite pincée de sel pour rehausser le tout. C'est l'occasion, parce que je vais utiliser la farine La Fourche, de vous repartager mon code promo La Fourche, qui est, si vous ne connaissez pas, un grand magasin bio en ligne qui fonctionne sur le principe d'une adhésion annuelle qui coûte 69,90 € et qui vous permet de bénéficier en contrepartie de prix extrêmement avantageux. Je vous invite vraiment, si vous avez envie de tester mais que vous hésitez, à comparer les prix entre les magasins bio, voire le bio de grande et moyenne surface autour de chez vous, et les prix pratiqués sur La Fourche. Soit il n'y a pas photo, soit c'est grosso modo kiff kiff, et personnellement je préfère donner mon argent à une entreprise comme La Fourche qu'au GMS. Hein. Je vais aussi en GMS pour certains trucs, mais vous voyez, bon. En ce moment vous avez un bon plan que je... Alors attendez, parce que je vais perdre le fil de ma mesure. Je suis à combien là? 180, allez on va mettre 200. C'est complètement du pifomètre. Donc, ne quittez pas, je prends une grande cuillère. Jusqu'au 11 novembre, si je dis pas de bêtises, il y a une offre assez sympa avec Le Parfait. Donc, l'offre de base, c'est mon code promo qui vous donne 20 € de réduction sur votre adhésion La Fourche. C'est-à-dire qu'elle vous revient à 39,90 € au lieu de 59,90 €. C'est pas mal. Je mets une belle cuillère bombée. Oh, Gandalf est foufou. De fécule. Là c'est de l'arrowroot mais de la fécule de maïs, ça fonctionne très bien. Et si vous souscrivez avant le 11 novembre et que au bout d'un mois, donc c'est-à-dire votre mois d'essai gratuit, et bien vous êtes satisfait, vous voulez transformer ce mois d'essai en adhésion, vous avez des bocaux Le Parfait offerts. C'est pas mal. Un pack de 6 comme ça, d'une valeur de je crois que ça doit être 20 €, quelque chose comme ça. De quoi ranger votre vrac, faire des conserves si vous bocotez. J'ai de plus en plus de mal de mon côté, attendez je vais reposer parce que c'est lourd, à trouver des bocaux Le Parfait d'occasion, parce que généralement moi j'en achète jamais neuf. Là je les ai reçus de la part de La Fourche pour vous partager cette petite offre, mais que ce soit en ressourcerie, chez Emmaüs ou même sur le Bon Coin, quand vraiment j'en ai besoin et que j'en cherche, je scrute un peu les annonces, je trouve que c'est cher. On n'est pas non plus au niveau du prix des bocaux neufs, mais je trouve que c'est pas donné pour des bocaux qui parfois ont vraiment besoin d'être récurés fort quoi. Avec le système de verrouillage à dérouiller, etc. Bon, peut-être parce que c'est très demandé, je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que voilà, je vous partage cette petite offre. Je vous remets à l'écran ici le petit topo de comment qu'on fait pour en profiter. Hein, et puis je vous remets mon code promo aussi dans la barre d'infos. C'est TJulie20. Donc moins 20 € sur votre adhésion annuelle. Plus un pack de 6 bocaux d'1 litre, je ne l'ai pas précisé. Offert si vous transformez votre mois d'essai en adhésion annuelle. J'ai mis farine, j'ai mis fécule. On va mettre du sucre. Alors moi je les sucre pas trop parce que je les mange pas nature. Je mets dessus qui une petite confiture maison, qui du praliné maison, petit praliné de noix là.
une petite crème de marron, bref, vous avez compris. Donc je vais mettre 30 grammes, pas plus. Le petit sachet de poudre à lever. Bon, vous voyez pas ce que je fais, je vais peut-être vous changer d'angle quand je vais ajouter les ingrédients liquides. Une petite pincée de sel. Je mets de l'huile. On va mettre, allez, 60 grammes, un truc comme ça. Oh, c'est vraiment du pifomètre. Ah, allez, 56, je m'arrête là. Et puis du lait végétal. On va commencer par mettre 200 ml, un truc comme ça. Hop. Un fouet. Il n'y a pas plus rapide à préparer, je pense, pour le goûter. C'est difficile de battre les pancakes hein, quand même. Est-ce que je rajoute un peu de lait végétal? Non, je pense pas. Hein. On est bien là. Moi, j'ai mis du lait de soja ici. La fourche d'ailleurs. Mais j'ai envie de dire que n'importe quel lait végétal fait l'affaire. Hein. J'ai déjà fait avec lait d'amande, lait de noisette, lait d'avoine. J'ai pas essayé le lait de riz. Mais bref, j'ai envie de dire que vous faites un peu avec ce que vous avez à la maison, quoi. On va pas se mentir, hein, ce serait resté hyper ensoleillé comme ça l'était ce matin. Je pense pas que je me serais fait des pancakes en vrai. Oh, ça sent bon. Voilà, une fournée de pancakes. Tout beau, tout chaud. Presque 100% bio. Rime riche. Presque parce que... Alors attendez. Farine la fourche, huile la fourche, lait de soja la fourche. Ben, quand je vous dis que je commande sur la fourche, c'est pas des lol, comme disent les jeunes. Je crois qu'il n'y a que le sucre qui n'est pas bio. Ouais, parce que même la poudre à lever, elle vient de la fourche. La fécule aussi. Non, mais c'est ça, il n'y a que... Il n'y a que le sucre parce que j'ai plus de sucre en dehors de mon stock de sucre à confiture. J'achète vraiment des gros paquets de 5 kilos parce que sinon c'est pas du tout rentable. Donc voilà, j'ai tapé dedans. Mais bah, ils sont beaux. Hein. Allez, je goûte nature quand même avec cette luminosité. Bah là ça y est, il est 5 h. Ancienne heure 18 h. Dans 1 heure il fait nuit. Rendez l'heure d'été en fait. Rendez l'heure d'été, d'accord? Même nature, c'est bon. Comme dit, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Toujours du bien de retrouver les petits pancakes. Mais t'es fou, toi! T'es fou! Ma lecture en cours est un énorme coup de cœur pour le moment. J'en suis là. Je suis à plus qu'un tiers. Bientôt la moitié. Hélier Fils des Bois de Marie Lefranc dans la collection Les Universels des éditions Guater. Est-ce que je le prononce correctement? Je ne sais pas. C'est un scandale en tant que bretonne, mais bon écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Bon. Une collection des éditions Guater, co-dirigée par Gaëlle Perel, spécialiste du matrimoine littéraire en Bretagne, de 1801 à nos jours. Et cette collection, en fait, elle est dédiée aux autrices de Bretagne, à leurs œuvres singulières et universelles. Je vous lis le résumé parce que je suis un peu nulle, en général, pour décrire les livres. En 1928, Marie Lefranc découvre la région des Laurentides au Canada. Ses lacs, ses montagnes, sa forêt. Donc, véritablement, dans la vraie vie, l'autrice est allée au Canada. 2 ans plus tard, elle plonge Julienne, l'héroïne de son roman, Hélier Fils des Bois, dans cet espace sauvage et magnifique en compagnie de son guide Hélier, l'homme paysage.
Julienne s'immerge dans les bois et se métamorphose au contact de cette nature rédemptrice. C'est beau, mais c'est beau, c'est subtil, c'est poétique, c'est... Alors pour le moment il se passe rien, hein. Il se passe rien. Mais moi j'adore les romans contemplatifs comme ça, c'est ma came quoi. Vous me mettez romans contemplatifs et grands espaces, nature, forêt, ben là moi c'est bon, là je signe. J'ai beaucoup de mal à le lâcher, on va pas se mentir. Mais en même temps, c'est mon petit plaisir de le retrouver parfois pour la pause goûter et tous les soirs. Je lis au moins un chapitre. Finalement, il y a une espèce de satisfaction à faire durer le plaisir. Et j'adore la couverture. Qui a fait cette couverture? Lucie Roulier. Je vais pas vous en dire autre chose parce que je pense que c'est un livre qui se découvre. Mais en tout cas, si vous aimez la poésie et le genre nature writing, oui. C'est oui. Et tant qu'on est dans les bouquins, je voulais vous partager mon autre coup de cœur qui n'a absolument rien à voir, mais vraiment un genre à l'opposé. C'est une série de mangas que j'ai découvert pendant que j'accompagnais mon papa en fait. J'ai acheté le premier tome dans une librairie pour m'accompagner dans mes journées et mes nuits à l'hôpital. Et comme vous pouvez le voir, j'ai acheté les suivants. D'ailleurs il me manque le premier tome, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai dû l'oublier dans la bibliothèque. Chat des rues de Yuri Sonoda chez Doki Doki. Oh, j'adore. De base, je suis pas quelqu'un qui lit énormément de mangas. Mais alors là... C'est l'histoire d'Ashi et de Maruru qui sont deux chats. L'un est un chat des rues depuis très longtemps. L'autre devient un chat des rues un petit peu malgré lui. Et du coup, on va les suivre dans toutes leurs aventures. C'est drôle. Mais c'est drôle. Je me suis parfois tapé des fous rires. Hein. C'est un chouïa triste par moment. Mais pas au point d'en faire une lecture véritablement plombante, si je puis dire. Vous voyez, si on fait la balance, c'est beaucoup plus drôle, réjouissant et doux que triste. Et vraiment, je les ai tous lus, hein. J'ai tout fini. Et mon petit plaisir, c'était à chaque fois de commencer un nouveau livre et de, vous voyez, de le dépioter, en quelque sorte, de regarder un petit peu les illustrations sur la tranche, etc., qui changent à chaque livre. Et de voir l'évolution des petits chats, parce qu'évidemment, le titre c'est Ashi et Maruru, chat des rues, mais il y en a plein d'autres. Tas de nœuds, écailles. Vraiment, si vous êtes une 4 personnes, il faut lire ça. Hein. Mais il faut lire ça. C'est incroyable. Et j'aime tellement. C'est si satisfaisant. Attendez, j'approche. Les petites illustrations qui changent à chaque livre. Oh, c'est si kiki. Et puis, on va pas se mytho, ça on jette dans la bibliothèque. Hein. J'adore. Et forcément, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est une série de mangas qui aura toujours une place très particulière dans mon cœur et dans mes bibliothèques parce que le moment de leur découverte et de leur lecture a été très particulier dans ma vie. Enfin, c'est fait dans des circonstances particulières. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai adoré. Encore une fois, rien à voir, mais je voulais vous le montrer parce que je suis trop contente de l'avoir déniché. Je crois que je vous ai déjà parlé de cette collection de carnets naturalistes
édité par Nathan dans les années 90, donc il ne se trouve plus à l'état neuf en librairie, mais que j'arrive à dénicher par-ci par-là d'occasion sur Le Bon Coin, Vinted et compagnie. Et là j'ai trouvé celui-ci, Promenade naturaliste en France, de Laurent Duhautois et Jean Chevalier. Et comme les autres, il est magnifique. Si vous avez loupé le vlog dans lequel je vous ai parlé de cette collection, je crois que c'était dans un vlog, hein. J'espère ne pas dire de bêtises, c'est vraiment des ouvrages bijoux. On est sur du papier très épais type aquarelle, sur lequel sont imprimés plein d'illustrations issues des carnets naturalistes, hein, des auteurs. Et puis on a des textes pour les accompagner, des récits en fait, un naturaliste, comme ceux que je peux vous écrire à ma modeste échelle, hein. J'ai pas du tout la prétention d'être une autrice naturaliste de renom dans ma newsletter de l'écorce et la plume. Et moi c'est vraiment c'est ma came quoi, j'adore. Il se passe rien, enfin il se passe rien. On n'est pas sur des récits palpitants, on est sur des récits descriptifs de ce qui se passe dans la nature, que font les oiseaux, de quelle couleur sont les arbres. Oui. Moi j'aime bien les récits contemplatifs comme ça. J'adore. Mais je suis très très contente de l'avoir trouvé celui-ci. Donc maintenant il doit me manquer le carnet naturaliste à la montagne. J'arrive pas à le trouver celui-là. Et un autre, je sais plus lequel. Je sais plus. J'ai Camargue, Bourgogne, Bretagne, Provence. Je crois que j'en ai un autre. Et donc celui-ci. Mais je ne baisse pas les bras. Hein. Celui-ci d'ailleurs je l'ai trouvé en lot avec le Camargue que j'ai en double du coup, mais c'est pas grave, je trouverai très probablement une personne à qui l'offrir. Et je pouvais pas passer à côté parce que le lot était à 5 € je crois. Oui, oui bien sûr, c'est oui. Un peu dans le même genre, cette fois je voulais vous parler de ce livre que j'adore et qui me procure beaucoup de joie au quotidien. C'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. C'est le carnet de nature de Marjolaine Bastine. Je pense que j'écorche le nom de cette artiste naturaliste néerlandaise qui est très très connue, hein, qui a sorti moult livres et dont l'art a été décliné dans plein d'objets, on va dire ça comme ça, divers et variés. Il y a de la vaisselle, il y a des puzzles, il y a des broderies. Les broderies. Bah, je me suis offert celle-ci, je vais pas vous mentir. Hein. Je l'attends là. Parce qu'elle est en solde sur Univers Broderie en ce moment. C'est un projet énorme. Hein. C'est le projet d'une vie. Ça, ce sera le projet broderie, je pense, de ma vie. Dans le sens, le projet le plus ambitieux. Je vais être là-dessus plusieurs années. Hein. C'est sûr. Mais ça fait plusieurs mois que je louche dessus. Mais bon bah le prix évidemment me freinait un petit peu. Et vu que là en ce moment je suis en mode YOLO, rapport à la période, tout ça, j'ai dit bah vas-y. Moins 30%, vas-y. Bref, donc revenons-en à Marjolaine Bastine. J'ai deux livres de cette autrice, mais j'ai vraiment un affect particulier avec celui-ci parce qu'on est sur une impression, en fait, enfin sur des photocopies hein, quelque part de son carnet. Et en fait, c'est un carnet dans lequel elle dessine, elle écrit, mais aussi dans lequel elle scotche des plumes, des petites ailes d'insectes qu'elle trouve ici et là. Je sais pas si vous vous rendrez bien compte. Je vais m'approcher, je pense. Et j'adore. Je trouve ça tellement inspirant. Je ne comprends foutrement rien au texte, puisque, ben, comme dit, artiste néerlandaise, donc moi
je ne suis pas bilingue en néerlandais, mais vraiment c'est pas grave. J'adore, mais vraiment j'adore le feuilleter juste pour l'inspiration et parce que c'est beau. Vous voyez, il y a des dessins, donc ces petits textes, et puis là il y a des plumes par exemple, il y a des ailes. C'est tellement beau. J'adore. Elle y met même des petites herbes séchées. Je trouve que c'est très inspirant pour mon propre carnet de nature. Et peut-être pour le vôtre aussi, puisque je sais qu'il y a quelques personnes qui regarderont ce vlog et qui tiennent un petit carnet de nature. Donc écoutez, je vous montre quelques pages. C'est magnifique. Une belle plume de pique là. J'adore. Voilà. Je voulais vous montrer ces livres parce que eh ben, les bouquins, ça fait partie des choses qui me font du bien dans mon quotidien, qui me permettent de mettre du doux dans mes journées. Et c'est très important de mettre du doux dans ces journées. J'ai une pile à lire monstrueuse. J'ai fait pas mal d'achats de livres courant août et début septembre, parce qu'il y avait une très très chouette librairie dans la ville où se situait l'hôpital où était mon papa, et du coup j'ai fait des petites folies, des lectures très très chouettes qui vont agrémenter comme ça mon hiver. Ça va être bien, on va se mettre bien.